d'être présents. Nous venons de lancer l'enregistrement, donc j'espère que pour vous, ça pose pas de problème. On enregistre pour pouvoir ensuite repartager les échanges à nos communautés respectives. Euh, alors, juste pour vous dire, au programme, on va se présenter rapidement, puis on va donner essentiellement la parole à Magid et à ses invités pour reprendre un peu l'histoire de quand on parle de diversité, achat responsable, de quoi parle-t-on? Et puis voilà, pour se reconcentrer aussi sur le contexte européen. Et puis ensuite, on rentrera dans le détail de ce programme ISDP, de comprendre, une fois qu'on a compris d'où ça vient, de comprendre concrètement comment on y adhère, quels sont les avantages, quelles sont les prochaines étapes. Et puis bien sûr, tout un temps de questions-réponses. Donc on essaiera vraiment de prendre 5-10 minutes pour faire des partages croisés et pour pouvoir répondre à toutes vos questions. On essayera de finir à 13 heures. S'il y a des questions ou des personnes qui ont été frustrées, qui n'ont pas pu poser toutes leurs questions, Magid et moi, on sera disponible à rester un petit peu plus. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez noter vos questions. On les prendra toutes. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à ouvrir vos caméras. On n'est pas nombreux parce qu'on va être une quinzaine maximum, 15-20. Et donc, c'est toujours plus plaisant de parler à des visages. Donc, si vous êtes dans un environnement qui le permet, n'hésitez pas à ouvrir vos webcams si vous le voulez bien. Sur la présentation rapide, moi je m'appelle Sophie Vanier. J'étais pas à la ruche en 2008, donc j'ai pas croisé Daniel, mais par contre je suis arrivée en 2011. Donc ça y est, je fais quand même partie des dinosaures de la ruche. Je suis coprésidente aujourd'hui et mon rôle, c'est de développer les partenariats, de faire du porte-parole, puisque à la ruche, depuis 15 ans, on défend qu'une autre économie est possible, une économie responsable, c'est-à-dire qu'on défend et qu'on accompagne les entrepreneurs qui répondent à des grands enjeux de société à travers leurs solutions et leurs modèles économiques. Mais cette économie responsable, elle a de sens que si elle est inclusive. Et donc, on a un panel de programmes pour les publics qu'on appelle les publics sous-représentés dans l'entrepreneuriat. Et c'est dans ce cadre aussi qu'on est heureux de s'engager auprès du programme que portent Magid et la DIV en France, qui est le programme ISDP. Est-ce que Magid, tu veux Alors, je suis de la ruche. Je suis accompagnée par Cécile. C'est grâce à elle que tout est possible aujourd'hui. Les alumni de la ruche, vous devez la connaître. Cécile, est-ce que tu veux dire juste un petit mot? Oui, bonjour à tous. Et ben moi, du coup, ça fait un peu moins longtemps que je suis à la ruche depuis 2 ans, plutôt sur l'animation de la communauté d'entrepreneurs, effectivement, comme l'a dit Sophie, et puis également sur la partie marketing digital. Et du coup, on organise régulièrement des webinaires. Donc, si jamais ça vous intéresse pour les prochains, n'hésitez pas à nous suivre sur Eventbrite. Et puis, bah, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Magid, je te laisse te présenter. Ouais, alors moi j'étais à la ruche en 2008, donc ce qui fait de moi officiellement un dinosaure. C'était une aventure à l'origine, la ruche d'entrepreneurs sociaux qui avaient juste l'envie de travailler ensemble, de collaborer ensemble, d'être ensemble dans les mêmes locaux. Et ça participait à un mouvement un petit peu international qui existait dans d'autres pays où il y avait pas mal de hubs, de pépinières d'entreprises sociales qui se créaient un petit peu partout dans le monde. La Ruche, c'était le premier lieu en France. Et on n'avait pas forcément de modèle économique, on avait juste l'envie. Et de voir comment La Ruche s'est développée en l'espace de 15 ans, c'est assez exceptionnel. Et donc, c'est logiquement, en fait, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on poursuive cet effort ensemble et que le programme ISDP que je vais vous présenter puisse être piloté en partie aussi avec la ruche en raison de son historique d'accompagnement des entrepreneurs, en particulier aussi des programmes d'accompagnement des entrepreneurs migrants, réfugiés, etc. Et parce que la création d'entreprise est forcément une volonté d'avoir un impact sur la société, ben voilà. Donc, on vous propose ce programme ensemble. Et, puis, maintenant, je vais peut-être vous le présenter en détail et puis reprendre un petit peu le contexte historique. Donc, je pense qu'on peut y aller. Alors, Ah, peut-être juste peut-être, Magid, oui, c'est une bonne idée, ouais. si ça ne te dérange pas, Oui, oui. on avait aussi envie de savoir qui vous étiez, même si on a eu l'occasion en tout début d'échange
d'apprendre à vous connaître un peu mieux. Est-ce que dans le chat, bon, il n'y a rien à gagner, hein, désolé, c'est pas un jeu concours, mais est-ce que vous pouvez simplement nous indiquer si vous êtes entrepreneur, si vous êtes plutôt un expert de l'entrepreneuriat, donc je sais qu'il y avait des personnes qui accompagnent les entrepreneurs qui voulaient en savoir plus sur ce programme. Donc, si vous pouvez taper expert ou experte. Et puis, il y a quelques-uns aussi qui sont plutôt du côté des corporates. Donc, n'hésitez pas à taper corpo. Comme ça, on cartographie très rapidement qui est présent avant d'aller dans le détail. Ah, génial. Isabelle de Singa est là. Donc, experte, enfin accompagnateur, opérateur d'accompagnement. Ok. Et ben c'est bien, comme ça tout le monde est représenté, c'est super. Ok, donc bon, il y a une diversité des publics, ça tombe bien, puisque le sujet, c'est la diversité. Donc, la diversité des fournisseurs, c'est un sujet qui est très émergent en France, en Europe, hein, d'une manière générale. Donc, l'objet de ce webinaire, voilà, on va essayer de tenir jusqu'à 13 heures, c'est de vous présenter ESDP, donc European Supplier Diversity Programme. C'est le premier réseau de la diversité des fournisseurs. Euh, on a créé donc une fondation qui est basée à Amsterdam et dont la mission est de certifier et de mettre en relation des entrepreneurs appartenant à des minorités ethniques avec des grandes entreprises mondiales, comme MSD qui est présent avec nous. Euh, alors peut-être sur un rappel historique, euh, voilà, on va tout mettre. Ah, pardon. Voilà, super. Euh, Ah, pardon. c'est bon, on y arrive. Alors d'abord le contexte historique avant de parler de la certification. Euh, Supplier Diversity, la diversité fournisseur, c'est un programme, enfin c'est une notion qui a émergé à la fin des années 60 à la suite des différentes émeutes sociales, raciales qu'il y a pu avoir aux États-Unis. Le contexte, c'est le mouvement des droits civiques hein, qui se structure aux États-Unis. Alors, il y a des émeutes à Détroit, à Los Angeles. Il y a l'assassinat de Martin Luther King, de Malcolm X, de Kennedy. Il y a un grand mouvement. Il y a la fin de la ségrégation. Et à la fin des années 60, l'administration américaine s'est dit, bon, pour permettre aux populations issues, des populations afro-américaines en particulier, qui ont été discriminées, ségrégées pendant des années, ben, on va mettre en place un programme de soutien à l'entrepreneuriat en fléchant une partie des marchés publics aux entrepreneurs qui sont issus de minorités ethniques. Et donc, peu de gens le savent, mais le premier acte au pouvoir de Richard Nixon, quand il est devenu président en 1900, quand il a gagné en 68 et est devenu président en 1969, ça a été de signer un décret pour créer la Minority Business Administration, dont la mission était d'identifier et de soutenir des entrepreneurs issus de minorités ethniques. Alors, de deux manières, en leur permettant d'avoir accès à du capital, donc parce que sans capital, ben, c'est difficile de créer une entreprise, et la seconde manière, c'était donc de réserver une partie des marchés dans le cadre du Small Business Act. Alors, le Small Business Act, c'est un dispositif américain qui était antérieur et qui réservait une partie des marchés publics américains à des entreprises, à des PME, à des petites entreprises, à des entrepreneurs qui se lançaient. Parmi les entreprises qui ont bénéficié du Small Business Act, il y a des entreprises que vous connaissez tous, hein. Il y a Disney, Hewlett-Packard, des entreprises de ce type. Et bah, de la même manière, on s'est dit, les Américains se sont dit qu'ils allaient faire la même chose pour les minorités ethniques. Et donc, à la suite de ça, donc cette première administration a été créée. Et les années passant, il y a d'autres publics qui ont été concernés par cette question de diversité des fournisseurs. En premier lieu, les femmes, puisque la matrice de toutes les discriminations, c'est le genre, bien évidemment. Donc, un programme dédié aux femmes a été mis en place. Ensuite, c'était la fin des années 70, c'était les vétérans de guerre. Toutes les personnes qui créaient des entreprises qui avaient fait le Vietnam, ils avaient la possibilité d'accéder à ces dispositifs. Ensuite, ça a été les handicapés, etc., etc., jusqu'au public LGBT. Donc, des entrepreneurs qui se revendiquent d'appartenir à la communauté LGBT ont la possibilité aussi d'accéder à ces commandes privées. Par répercussion, toute grande entreprise qui contracte avec le gouvernement américain a l'obligation elle-même de
contracter avec des entrepreneurs issus de minorités ethniques. C'est le deal. Si vous ne contractez pas, si une partie du marché ne ruisselle pas auprès de ces populations-là, eh ben, vous êtes confronté à des amendes. Et voilà, et des très fortes amendes. Donc, comment on vérifie que les publics concernés sont bien adressés? Il a été créé dès les années 70. C'est pour ça que MSD nous disait tout à l'heure que ça fait 40 ans qu'ils ont mis en place le programme. Donc, il a été créé ce qu'on appelle des organismes de certification, des agences de certification dont la mission est d'identifier et de certifier que l'entreprise est bien détenue et opérée par quelqu'un qui est issu de la communauté en question. Donc, en l'occurrence, aux États-Unis, c'est l'organisation qui gère ça, c'est NMSDC. Donc, c'est une organisation qui a 50 ans et dont la mission, c'est d'identifier tous les ans des entrepreneurs issus de minorités. Alors, par minorité ethnique aux États-Unis, c'est très normé. Donc, c'est les Afro-Américains, c'est les natifs américains, c'est les Asie-Pacifique, Asie-Inde et les Latinos. Voilà, il y a 5 catégories qui sont clairement identifiées. Il y en a une sixième qui a été créée il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière, c'est les Arabes, Arabes et Middle East, ce qui était jusqu'à présent considéré comme un caucasien, donc c'est assez drôle, qui n'étaient pas considérés comme des minorités aux États-Unis, mais qui le sont en Europe. Et donc, cette certification, donc, elle permet à l'entrepreneur d'être validé, donc tamponné, et de participer aux différents programmes qui sont portés par les multinationales. Et quelque part aussi, ça nous permet comme il indiquait, d'amplifier leur voix et leur présence dans le monde d'affaires. Parce qu'en effet, quand on est issu de l'immigration euh, directe ou deuxième génération, bah, l'accès au marché et l'accès au capital est plus difficile que pour des populations qui sont natives et installées depuis plusieurs générations. Donc, la mission des agences de certification, c'est donc vérification que les entreprises remplissent bien les critères d'éligibilité, qu'elles sont bien opérées et détenues par des minorités, et c'est la mise en relation. Voilà, c'est exactement ce que fait les agences. Et donc, il y a des agences pour tous les publics, comme je vous ai dit, en Europe, la principale agence, c'est MSD UK, qui est basée en Angleterre et qui fait ça depuis une quinzaine d'années. Au niveau mondial, c'est vachement intéressant de voir comment ça a évolué au niveau mondial. Je pense que tu peux mettre tous les drapeaux parce que, parce que ça a commencé aux États-Unis, ça s'est très vite propagé au Canada, forcément en raison de la proximité des deux pays. Et en Afrique du Sud, très rapidement, avec la fin de l'apartheid, il y a des programmes dans ce sens qui ont été mis en place dans les townships, dans les ghettos d'Afrique du Sud, donc pour soutenir justement l'entrepreneuriat des personnes qui étaient victimes de discrimination. Ça s'est propagé ensuite dans d'autres pays, donc en Angleterre, en Australie, en Chine. Alors en Chine, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément naturellement, mais en Chine, il y a plus de 80 ethnies différentes. On a une ethnie principale, mais il y a 80 ethnies qui existent en Chine, dont beaucoup sont victimes de discrimination ou en tout cas n'ont pas accès à toutes les opportunités. Et le gouvernement chinois, en amont des Jeux olympiques de Beijing de 2008, avait mis en place ce programme pour permettre à des entrepreneurs d'accéder aux opportunités qu'offraient les Jeux olympiques. Depuis, ça s'est développé encore à d'autres pays. Donc, en France, j'ai piloté pendant des années cette mise en relation d'entrepreneurs. Alors, nous, on était beaucoup sur la dimension diversité au sens large et quartier prioritaire, parce que la question des quartiers et la question de la diversité se, se percutent en France. Et dans les autres pays aujourd'hui, comme c'est indiqué, donc c'est lancé aujourd'hui en Europe, c'est lancé en Inde, c'est lancé au Brésil. Grosso modo, c'est lancé dans tous les pays, dans toutes les zones qui connaissent des flux migratoires ou qui connaissent en leur sein des populations indigènes qui ont vécu en Australie, par exemple, qui travaillent sur des populations aborigènes. Voilà, donc il y a des programmes spécifiques pour les aborigènes pour qu'ils aient accès aux mêmes opportunités. Et l'opportunité que crée ce dispositif international, c'est qu'on a des agences de notation des grandes entreprises qui vont faire du reporting sur le chiffre d'affaires qui est réalisé avec des entrepreneurs issus d'ethnies diverses. Et donc, les grandes entreprises sont notées sur la base du reporting qu'elles vont effectuer. Ce mouvement qui est complètement, finalement, qui a été initié par les pouvoirs publics américains
mais dont les grandes entreprises se sont emparées aujourd'hui, finalement influence à nouveau les gouvernements de la plupart des pays mondiaux, parce qu'elles mettent en place aujourd'hui des programmes d'achat responsable, d'achat inclusif au niveau local, et ça commence. Donc, ça commence sur des critères de sélection. La notion de diversité, finalement, elle commence à être très émergente. Partout en Europe. Pour avoir une idée un petit peu, justement, ça me fait la transition, pour avoir une idée du landscape, de ce qui se passe en Europe, du paysage en Europe et de l'apport de l'entrepreneuriat des minorités et des immigrants en Europe, on vous a préparé une petite vidéo. Alors, on est désolé, elle est en anglais, mais elle est assez simple et j'ai à comprendre. Et puis, je reviendrai sur les points clés juste après. On peut lancer la vidéo. Ça va arriver dans une Oui, seconde. ça arrive dans une minute. Merci, Cécile. Donc, je vais reprendre un petit peu, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais, je vais reprendre un petit peu les enseignements principaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette étude, elle a été menée dans 8 pays européens, Minority Business Matter. Euh, voilà. Elle a été menée dans 8 pays européens. C'est un think tank qui est basé à Londres qui a effectué cette étude, qui a utilisé de l'intelligence artificielle, oui, pour identifier des entrepreneurs en Europe. Alors, les chiffres qu'on vous donne sont des chiffres à minima, puisque ça a été réalisé. Alors, moi, je ne vois plus personne. Attendez. Attendez, oui, voilà, c'est bon. L'IA a identifié des entrepreneurs sur la base de lieu de naissance ou du patronyme. Donc forcément, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été loupés. Mais grosso modo, les enseignements de l'étude, avant de parler des chiffres, c'est que
qu'il y a des difficultés inhérentes au statut d'entrepreneur issu de minorité, liées aux facteurs de discrimination qui peuvent exister par le marché, liées à la difficulté d'accéder au marché du fait d'un manque de réseau ou, ou de phénomènes de discrimination, tout simplement. Il y a aussi un phénomène d'autocensure. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils ne peuvent pas collaborer avec des grandes entreprises parce qu'ils n'ont pas la légitimité ou la taille, ou, etc. Donc, ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi des avantages concurrentiels qu'ont ces entrepreneurs, à savoir une détermination particulière, une envie de réussir, une envie de s'élever socialement, forcément. Et puis surtout, ça a été démontré essentiellement par l'administration américaine parce qu'ils ont plus de recul que nous, que les entrepreneurs issus de l'immigration contribuent au développement aux échanges commerciaux avec les pays d'origine. Donc, les échanges commerciaux avec le Mexique, avec l'Inde, par exemple, ont explosé aux États-Unis du fait de la forte présence d'entrepreneurs mexicains ou indiens basés sur le sol américain. Et donc là, on peut tout à fait imaginer la même chose pour des entrepreneurs en France avec des marchés, avec l'ouverture en Afrique en particulier. C'est forcément un marché prometteur dans les années à venir. Donc, s'appuyer sur les compétences des entrepreneurs issus du continent africain pour développer les relations commerciales, ça nous semble un avantage concurrentiel assez important. Sur les chiffres, donc je vous donne les chiffres qui, encore une fois, c'est des chiffres à minima. Donc, c'est 20% de la population européenne qui est issue de l'immigration. Et quand on dit l'immigration, c'est l'immigration hors Union européenne. Euh, c'est 10% de populations qui sont non blancs, euh, à minima encore, hein, puisqu'il y a la question des dom-toms, où avec, justement avec les patronymes, on a forcément loupé un grand nombre de personnes. C'est plus de 800 000 entreprises qui sont créées, près de 3 millions d'emplois qui sont générés directement par des entrepreneurs issus de l'immigration en Europe, enfin dans les 8 pays dont je vous ai parlé. C'est plus de 7, alors c'est 570 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par ces entreprises. Donc c'est grosso modo 10% du PIB européen. Donc c'est assez massif et malheureusement, ce sont des éléments dont on ne parle pas assez. Quand on parle en France des métiers en tension, on va parler des métiers du ménage, de l'aide à la personne. On ne va pas parler des ingénieurs, on ne va pas parler de l'innovation, on va pas parler de la recherche et développement, on ne va pas parler des chercheurs en université, on ne va pas parler des médecins, évidemment. Donc, et pourtant, ce sont des populations qui sont issues de l'immigration et de la diversité qui sont massivement présentes dans des industries de pointe. Et ce qui est intéressant, ISDP, on opère dans 3 pays en Europe continentale, donc c'est les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Pourquoi ces 3 pays? C'est parce qu'on a fait un pilote et on s'est rendu compte que dans ces 3 pays-là, on avait une surreprésentation d'entrepreneurs qui proposaient un service aux entreprises, qui étaient dans le secteur du B2B. Tandis que dans les pays du Sud, donc en Italie, en Espagne, par exemple, c'est plutôt des entreprises de commerce, plutôt du B2C. Donc, voilà, donc supplier diversité et diversité des fournisseurs, c'est essentiellement pour des entrepreneurs qui proposent un service aux entreprises. Voilà. Voilà les enseignements qu'on peut retenir de cette étude. Les recommandations, elles sont assez simples, hein. C'est continuer à lutter contre la discrimination. Mais pour cela, il nous faut un cadre réglementaire dont on va parler tout de suite avec Maître Sylla. C'est ouvrir les datas. On n'a pas de chiffres en Europe. C'est très difficile d'avoir des chiffres sur les entreprises, sur les entrepreneurs, sur leur parcours entrepreneurial. Ça, on a vraiment un déficit de data là-dessus. Et donc, avec l'IA aujourd'hui, on est en mesure de faire beaucoup de choses, mais on pourrait faire encore plus. Et la troisième recommandation, c'était de soutenir la diversité des fournisseurs et faire en sorte que les entreprises collaborent davantage les unes avec les autres. Alors, bien évidemment, les grandes entreprises avec les entrepreneurs, mais aussi les entrepreneurs entre eux. Et donc, on a Outremer Network, par exemple, qui est un réseau qui est présent là aujourd'hui, ou qui engage les entrepreneurs à collaborer les uns avec les autres. Alors maintenant, sur les Merci minorités, beaucoup, Magid. ouais, Bah justement, j'allais te reposer cette question. voilà. On comprend tout à fait les enjeux et les solutions qu'il faudrait mettre en place, mais c'est vrai que les contextes entre les États-Unis et la France, et même les mots qui sont employés dans la vidéo, il y a des choses qui sont légalement pas permis ici en France. Et donc, c'est vrai que nous, on nous pose beaucoup la question de comment on qualifie cette diversité, si on veut
promouvoir les entrepreneurs issus de la diversité, comment on les qualifie, quels sont les critères, est-ce qu'on peut se mettre en risque, c'est quoi la réglementation en Europe? Du coup, c'est un peu le chapitre qu'on voudrait ouvrir maintenant. Et si vous avez des questions dans le chat aussi, n'hésitez pas. C'est le moment puisqu'on a Maître Aïssa Toussila qui nous fait l'honneur d'être présent pour avoir des réponses très précises. Je la remercie et c'est elle qui va prendre la parole maintenant parce qu'elle a effectué un vrai travail de recherche, de veille et d'analyse de différentes jurisprudences qui existent en France sur ces notions-là. On pense à tort que on ne peut pas faire de programme sur ces publics-là parce que ce serait anticonstitutionnel, mais en fait, on peut faire des programmes. Aïssatou, Oui, bonjour à nouveau, bonjour à tous. En effet, c'est une question qui est assez sensible en France et tout ce qui touche à l'identité, hein, cause beaucoup de polémiques et peu de jurisprudence. Donc, il y a énormément bon, si vous regardez la télé, je n'ai pas de télé, mais je vois qu'il y a énormément de débats tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il me semble qu'il y avait un ministère. J'ai vécu à l'étranger la majeure partie de ma vie, mais il me semble qu'il y avait un ministère de l'identité culturelle. nationale, ouais. Je ne sais pas s'il existe encore, mais voilà, ce sont des spécificités très, très françaises. Donc, on a la culture française et les angoisses françaises, et d'un autre côté, on a la loi, et on a la loi française et la loi européenne. Donc, en gros, la loi européenne s'applique à la loi française de différentes manières. Lorsqu'on a des règlements européens, ils sont d'application directe, pas de marge de manœuvre, on va dire, des États membres, y compris la France, pour aller à l'encontre ou créer des exceptions au règlement européen. Et puis ensuite, on a des directives européennes où là, la directive donne les grandes lignes et indique aux États membres de l'Union européenne de quelle manière il serait préférable d'intégrer la directive en droit local, ce qui fait que des lois peuvent être promulguées et s'éloigner un petit peu de la directive, mais pas trop. Donc le droit européen ça est vraiment inclus dans le droit français. Et puis, bien sûr, l'Union européenne n'étant pas une fédération, il y a quand même une grande, grande souveraineté de la part de la France, mais euh, le résultat de mes recherches a démontré qu'il y avait plus de discussions que de règles juridiques qui apportaient des restrictions en ce qui concerne les objectifs de SDP. Donc, la manière dont les questions principales auxquelles il fallait répondre, c'était déjà, est-ce qu'il est, donc, juste pour récapituler, les entrepreneurs dont la plupart de vous êtes, souhaitaient être dans une base de données de fournisseurs, de prestataires de services, et cette base de données serait exploitée par des grandes multinationales. Euh, pour pouvoir être dans cette base de données, il y a des conditions. Et parmi ces conditions-là, il faut être d'une minorité ethnique. Quand on parle de minorité ethnique, au sein des SDP, on est très clair, on parle de minorité visible, on ne parle pas d'origine ethnique, on ne parle pas de lieu de naissance, c'est vraiment, si vous avez été adopté par une famille de Bretons depuis 60 générations, et que vous n'êtes pas d'origine bretonne et que vous êtes noir ou arabe et que ça se voit, même si vos parents sont blancs, vous faites partie d'une minorité ethnique. Donc, on prend vraiment en compte ce qui cause la discrimination, c'est-à-dire le look de la personne. Je ne vais pas vous donner la définition juridique qui a été adoptée pour une minorité ethnique parce qu'il n'y a pas de définition à proprement parler en France de minorité ethnique. Néanmoins, ESDP a fait sa définition de minorité ethnique, mais en gros, c'est dès lors que sur notre visage, il est clair que même si, par exemple, prenons quelqu'un qui vient des Antilles, même si l'Antillais est français depuis plusieurs siècles, il reste une minorité ethnique. Peut-être la notion vraiment qui est retenue dans le droit français et par la CNIL, c'est la notion de ressenti d'appartenance. À partir du moment où l'individu déclare lui-même qu'il ressent appartenir à une communauté qui est victime potentiellement de discrimination, c'est valide. Voilà, c'est une donnée qu'on a le droit de collecter.
Voilà, et ça, je précise également que c'est des discussions ça n'a pas été acté en fait par le droit français. Ça a été, on en a discuté, il y a eu plusieurs discussions à ce niveau-là, mais en termes de droit, rien du tout. Rien du tout, on n'a pas vraiment de définition de minorité ethnique. Donc, les règles de SDP se basent uniquement sur le look de la personne. Donc, et maintenant la question, c'est est-ce que c'est permis par la loi? Est-ce que c'est permis Oui. par la loi? La loi, dans la Constitution, on a la notion de race qui est un peu problématique, je dirais, pour certaines doctrines qui estiment que la seule race qui existe est la race humaine. Toutefois, dans la Constitution française, dans les lois françaises, dans les lois européennes, on parle clairement de race et d'ethnie. Euh, Dans le RGPD, c'est le règlement européen sur la protection des données qui a été adopté en 2016 et qui est devenu applicable en 2018. Dans le RGPD, il est précisé également qu'il est interdit de traiter les données d'individus dès lors que ce sont des données qui révèlent ou qui ont trait à l'origine raciale ou ethnique d'une personne. Donc ça, c'est l'interdiction. Et bien sûr, pour chaque interdiction, on a des exceptions. Et ensuite, le RGPD prévoit qu'il y a des exceptions. Parmi ces exceptions-là, il y en a deux qui sont assez intéressantes. Il y en a une qui ne s'applique pas dans le cas de SDP, mais qui est assez intéressante. C'est lorsqu'il y a une association dont l'objectif est justement de fédérer ou de traiter sur un point de vue culturel ou autre ce type entre guillemets, minorité ou d'ethnie ou de race, entre grosses guillemets. Euh, donc ça ne s'applique pas vraiment à SDP pour différentes raisons. Et l'autre exception, c'est lorsque la personne concernée, c'est-à-dire la personne dont on traite les données, a consenti de manière claire et informée, il est possible de traiter ces données-là. Donc c'est la seule contrainte, on va dire, qui existe en droit européen pour le traitement des données. Donc, cette contrainte-là, c'est la contrainte qui explique. Le traitement des données, c'est qu'est-ce que c'est? C'est juste de vous poser la question, euh, est-ce que vous êtes d'une minorité ethnique? Quelle est votre ethnicité? C'est tout. Donc, là, la loi dit que c'est interdit, sauf si, dans le cas du SDP, il y a plusieurs exceptions, mais dans le cas du SDP, sauf si ISDP obtient le consentement de la personne à qui on pose la question. Donc ça, disons que c'est normalement, ça ne pose pas de problème particulier parce que c'est l'objet de l'exercice. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent ou si vous ne me suivez pas, si vraiment vous sentez que vous êtes perdu, interrompez-moi. Je sais quand j'étais à l'école, j'étais nulle en maths et j'étais perdue dès la deuxième étape du raisonnement et ensuite je décrochais complètement. Donc allez-y, n'hésitez pas. Peut-être pour résumer, parce que c'est le point central. D'abord, on doit recueillir le consentement de la personne à qui on pose la question. Donc, faites-vous partie d'une catégorie qui est victime de minorité visible, qui est potentiellement victime de discrimination, etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à cette question, oui ou non? Et là, on peut collecter les données et les traiter. Ça, c'est tout à fait légal. Voilà. C'est Et vraiment. l'obligation aussi, excuse-moi Majid, mais Ouais, l'obligation qui est très importante, c'est d'expliquer pourquoi ces ouais. données, quel est l'objectif du traitement de ces données, combien de temps on va garder les données, où est-ce que les données vont aller. Donc, il y a une obligation de transparence renforcée lorsqu'on traite ces données qui sont dites sensibles. Et dans le cadre de ISDP, donc on pose la question, on collecte l'information, et quand les grandes entreprises nous interrogent, on ne transmet pas l'information aux grandes entreprises. On leur dit qu'on certifie que ces entrepreneurs sont bien issus de minorités visibles sans leur indiquer de quel type de minorité ils sont. On ne dit pas s'ils sont noirs, s'ils sont arabes, s'ils sont asiatiques, indiens, turcs, etc. Donc, le ISDP, son rôle, c'est d'être le tiers de confiance pour les grandes entreprises, mais aussi pour les entrepreneurs. On ne transmet pas les informations, mais pour les grandes entreprises, on valide que l'entrepreneur on valide qu'on a bien recueilli son consentement et qu'il est bien issu de minorité. Voilà. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est vraiment une question un peu sensible, surtout en France. La France, c'est vraiment le pays qui va donner le là au programme dans toute l'Europe, puisque corrige-moi hein, si je me trompe, Aïssatou, hein, mais en Europe, ça me semble un peu plus moins strict qu'en France de traiter ce type d'informations. Hein.
Il me semble que c'est le cas. Je n'ai pas entendu. En matière de protection des données, la France et l'Espagne sont des pays qui sont assez compliqués. En matière de traitement de données ethniques, je pense que la France fait preuve d'exception Ouais. à l'échelle mondiale. Euh, donc voilà, ça, c'est la première question. Est-ce qu'on a le droit de recueillir ces données? Est-ce qu'on a le droit de demander à quelqu'un de quelle est son origine ethnique, quelle est sa, entre guillemets, race? Et la réponse est oui. Maintenant, la deuxième question qu'on a, c'est est-ce qu'il est permis ou est-ce qu'il est interdit d'aider ces minorités visibles en les ajoutant, en les intégrant dans une base de données qui serait mise à disposition de grandes entreprises, de potentiels clients. Donc, il y en a qui peuvent s'insurger en se disant que c'est du racisme anti-blanc, que c'est de la discrimination inversée. Pour entendre tout type d'arguments, qu'est-ce que dit la loi? Donc déjà, on a une constitution qui nous dit dans son premier article qu'il est... je suis désolée parce que j'ai traduit tout en anglais, je vais devoir le retraduire en français, donc ce ne sera pas une traduction fidèle, mais l'article premier de la définition est que, de la Constitution dispose que la France s'assure de l'égalité entre tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc on a quand même un devoir, la France a quand même ce devoir d'assurer l'égalité des citoyens et de limiter les discriminations. Euh, donc déjà, on se dit que l'État français a plus tendance à vouloir éliminer les discriminations. Ensuite, on a un exemple à peu près, j'essaie de trouver un exemple à peu près similaire. On a un exemple qui pourrait nous aider à voir un peu l'approche du gouvernement. Et on a un décret qui date de 99 qui a établi, donc c'est un décret gouvernemental. Le gouvernement a créé une commission de compensation des victimes de spoliation euh, qui résulte des législations antisémites pendant l'occupation. Donc cette commission a été créée en 99 et pour pouvoir être indemnisé suite à ces spoliations, donc c'est en 99, la Deuxième Guerre mondiale c'est dans les années 40, donc on peut se dire que ce sont les survivants et les ayants droit des victimes qui peuvent potentiellement être indemnisés. Mais au-delà de ça, c'est toute personne qui peut justifier qu'elle est juive. Euh, ce qu'a demandé le gouvernement à la CNIL, c'est est-ce qu'il était possible, est-ce qu'il était légal de limiter cette ouverture à l'indemnisation aux personnes qui étaient juives et d'exclure tous ceux qui n'étaient pas juifs. Parce qu'on sait que des fois, lorsqu'il y a, par exemple, quand il y a les attentats de 2015, il y a des personnes qui ont dit qu'elles étaient à Nice, qu'elles étaient au Bataclan, etc., pour avoir des indemnisations. Donc là, ce qu'a fait le gouvernement, c'est vraiment de dire, déjà, on va exclure toutes les personnes qui ne sont pas juives, parce que clairement, ils ne peuvent pas invoquer des spoliations ou quoi que ce soit. La CNIL, qui est le gendarme de la protection des données en France, qui est l'autorité de protection des données en France, a dit que c'était tout à fait légal de le faire. Il n'y a, normalement, on ne devrait pas, il ne devrait pas avoir de problème de, de demander à des individus s'ils sont juifs, et ensuite de faire en sorte qu'elles deviennent membres de la commission et qu'elles puissent être indemnisées dès lors que la raison de leur état de victime est le fait qu'on a considéré, qu'on a pris en compte leur religion ou leur origine ethnique. Donc, dès lors que leur religion ou leur origine ethnique a été problématique et leur a causé un préjudice, il est tout à fait normal que la commission puisse prendre en compte cette origine ethnique ou cette religion pour les dédommager. Donc là, on peut faire comme un parallèle avec ce que c'est de faire ESDP, où on a historiquement et encore aujourd'hui des catégories de la population qui sont des minorités ethniques qui font l'objet de discrimination. On essaie de tout rééquilibrer un petit peu. Et donc, suivant cette logique, on ne peut pas
normalement refuser que des minorités ethniques se trouvent sur une base de données qui est mise à la disposition des multinationales. Ensuite, on a également un arrêt de la Cour de cassation. Donc, un arrêt, c'est la décision d'une cour d'appel, d'une cour de cassation. Donc, on a l'arrêt de la Cour de cassation qui est qui est assez récent d'ailleurs, et qui est une affaire de droit du travail où un employeur avait décidé le jour de la journée de la femme de donner une journée de congé payé, donc le 8 mars, à toutes les femmes salariées de son entreprise. Certaines personnes ont porté, ont assigné, ont assigné ce chef d'entreprise. Et la Cour de cassation a également dit que, vu que les femmes sont traitées de manière déséquilibrée ou injuste, elles font l'objet de discrimination au travail, il est tout à fait normal, il n'est pas excessif de leur donner une demi-journée de congé payé. Voilà, donc ça, c'est Donc, ce que tu illustres là, Aïssatou, c'est qu'il y a une jurisprudence qui démontre qu'il est tout à fait possible de mettre en place des mesures de compensation comme ISDP sur des discriminations. C'est ça, en fait exactement. Donc il y en a qui parlent de discrimination positive. La France ne parle pas du tout de ça. Les gens parlent, mais ce qu'on retrouve dans la loi, c'est assez léger. C'est assez léger. Et ce qu'on retrouve dans la loi, c'est qu'on n'a pas d'interdiction. Et ensuite, quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a des décisions qui vont dans le sens de SDP. Mais il y a beaucoup plus de polémiques entre 18h et 21h autour d'une table et des journalistes qui se crient dessus plutôt que de décisions de justice ou de lois qui vont vraiment confirmer ou infirmer ce qu'essaye de faire ESDP. C'est pour ça que là, je passe vraiment en revue les 3-4 décisions qui existent parce que ce sont les seules. Bah, c'est passionnant et c'est rassurant. Voilà. Oui, je vois que le temps file. Merci beaucoup, Aïssatou, hein, vraiment pour ton travail et tes éclairages. Je vais juste faire une dernière remarque concernant la question d'équilibre. C'est qu'on a quand même au niveau européen une loi, il y a une loi suédoise qui a facilité le recrutement, qui a essayé de vraiment booster le recrutement des femmes en Suède. Cette loi a été retoquée par la Cour européenne de justice. Pourquoi? Parce que la question de la méritocratie n'entrait plus en compte. Donc, on considérait que l'avantage conféré aux femmes était disproportionné, ne prenait plus en compte la compétence des femmes. On considérait qu'il fallait juste mettre. La loi suédoise disait qu'il fallait juste que les femmes aient un avantage pour restaurer un équilibre. Ça, en Europe, c'est interdit. Maintenant, quand on regarde ce que fait ESDP ne dit pas alors vous, entrepreneurs issus de minorités ethniques, vous allez de facto Oui. décrocher un gros contrat avec les prestataires, avec les clients, avec les multinationales. Non, tout ce qu'on fait, c'est les mettre sur une base de données et ensuite il appartient à la multinationale qui de toute manière a des responsabilités corporate, a des responsabilités sociales vis-à-vis des actionnaires, etc. Il appartient toujours à cette société-là de regarder la compétence, regarder les prix, de juger au cas par cas s'il est nécessaire ou non d'utiliser tel ou tel prestataire de service. C'est Ben, très merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, cette notion, elle est super importante parce qu'on n'est pas en effet dans la discrimination positive, on est dans l'action positive. Donc, donner la possibilité à tous les entrepreneurs de candidater pour le même type d'opportunité. Donc, Bah, justement, il y a des questions sur le chat qui ouais. est comment ça marche ISDP, comment on s'inscrit, est-ce qu'il y a des moments pour échanger avec ces grands groupes? Donc, Alors, je vais aller plus vite là sur les prochaines slides. Donc, la mission, vous avez compris, c'est de la mise en relation des entrepreneurs issus de minorités avec des services achats de multinationales. L'objectif, c'est de devenir un réseau, le premier réseau européen des entrepreneurs issus de la diversité et développer les achats responsables et surtout les achats inclusifs. Et puis, créer des opportunités économiques qui vont bénéficier à l'ensemble de la société européenne. Donc, on a fait un pilote pendant 2 ans, on a créé USDP et maintenant on rentre dans la phase de certification et de qualification des entrepreneurs. Donc, c'est MSD UK donc, qui a porté, donc notre collègue anglais qui a porté le dispositif en Europe
euh, pendant un moment, mais avec le Brexit, maintenant, c'est difficile pour les Anglais de développer ça. Donc, grosso modo, les grandes entreprises, elles financent ISDP. Ça leur permet d'avoir tous les reportings, d'identifier des nouveaux fournisseurs, etc. Nous, on développe des programmes de développement, on a des programmes de développement, justement, et des événements. Et les événements, je passerai la main à Mariana très rapidement pour raconter sa participation à notre conférence Amsterdam. Euh, Vas-y, on peut avancer. Comme ça, pour avoir une idée des entreprises qui sont membres à l'heure actuelle, vous le voyez, c'est des grandes entreprises. Vous connaissez la plupart. Donc, les Accenture, les CBRE, Rent-A-Car, Meta, Amazon, Google, Nike. Voilà, c'est plutôt des grandes entreprises américaines pour la plupart. Donc, la certification, c'est on vérifie l'identité de l'entrepreneur, on s'assure que l'entreprise est bien détenue et exploitée par l'entrepreneur en question, on recueille son ressenti d'appartenance, on recueille son consentement, mais la certification, c'est surtout pas une validation de la compétence ou de l'expertise de l'entrepreneur. Ça, c'est vraiment le travail de l'acheteur à vérifier que l'entreprise est suffisamment solide, compétente, avec les bonnes références pour collaborer avec elle. Nous, on fait que le matchmaking, on n'intervient pas du tout dans la relation commerciale. En France, les éléments qui sont demandés, c'est une pièce d'identité pour s'assurer de l'identité de l'entrepreneur. Le consentement, la déclaration volontaire d'appartenance à une minorité ethnique, hein, comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour vérifier. À partir du moment où quelqu'un s'auto-déclare comme issu d'une minorité, ça nous suffit. Et le CABIS, parce qu'on veut s'assurer que l'entrepreneur détient bien le pouvoir légal de représentation de l'entreprise. Donc, c'est assez léger comme document qu'on demande. Alors, ça, c'est le petit clin d'œil, parce que l'une des premières entreprises certifiées, ainsi que ICANN Service de Mariana, c'est Altrad. Alors, vous connaissez probablement Altrad parce que c'est le logo qu'on voit sur le maillot de l'équipe de France de rugby. Altrad, c'était l'entrepreneur de l'année monde EY en 2016. Alors, lui, il joue le jeu des deux côtés. Donc, son entreprise, comme il la détient et il l'opère, bah, elle est certifiée. Et en même temps, il va ouvrir son carnet de commandes à des entreprises dans le bâtiment pour sous-traiter une partie des marchés. Donc, ça nous permet d'avoir une locomotive avec nous. Ce qu'on ne voit pas là, ce que Altrad tient, c'est la certification qu'il a obtenue il y a 2 semaines à Amsterdam. Ensuite, Est-ce on passe la parole à Mariana si on est ouais, sur Mariana, les témoignages? ouais, Ok, alors j'ai 3 minutes, ça va être rapide. ICANN Service, c'est une entreprise montée par Reda El Farah en 2014, qui est arrivée en France à l'âge de 17 ans, qui est franco-marocain, que j'ai rejoint en 2018. Notre société, on est une agence de marketing et de communication, et notre spécificité, c'est qu'on communique vers les populations multiculturelles, les diasporas, en France et en Europe. Reda et moi-même, on a travaillé auparavant chez l'annonceur dans des grands groupes qui communiquent vers ces diasporas. Reda venant de chez Western Union, donc, qui est un acteur du transfert d'argent qui a pour spécificité d'avoir un marketing, je dirais, par communauté en fonction des origines de chaque personne. Il y a une histoire, il y a un vécu et puis il y a une manière de communiquer vers ces populations. Après, en marketing, il y a différents, qu'elles soient de première génération, de deuxième ou de troisième génération, de minorités, comme on peut le dire, visibles ou non visibles. Moi, je suis de deuxième génération et j'ai mon père qui est polonais, d'origine polonaise, donc qui a un fort accent quand il parle le français. Il a maintenant 85 ans, mais il a migré en France quand il avait 30 ans. Donc là, on parle de minorités non visibles. Mais c'est vrai que quand on entend la personne parler, on voit tout de suite qu'elle n'est pas née en France. Donc c'est aussi, il y a aussi un racisme qui peut être compliqué. Mon père étant entrepreneur lui-même, il l'a vécu et j'ai pu le vivre au cours de mon enfance, comme mon père s'exprimait effectivement avec son fort accent. Et donc tout ça pour vous dire que nous, on a cette société qui est très multiculturelle. On est basé à Paris et on a dans notre équipe des gens qui viennent du monde entier, principalement effectivement d'Afrique et du Maghreb, et parce qu'en France, peut-être oui, juste partager rapidement, parce que c'est vrai que le temps passe, partager ton expérience à Amsterdam, la conférence à laquelle tu as participé.
Ok, donc je connais Majid depuis longtemps. Majid m'a parlé de SDP et c'est vrai que je trouvais ce programme très intéressant pour avoir pour faire du marketing et de la com et être en lien. On a principalement effectivement nous des clients anglo-saxons des États-Unis et de l'Angleterre, des grands groupes aussi qui font du marketing auprès de plusieurs communautés à travers l'Europe. On a aussi des entités, on a développé des entités en programme. On a trouvé ça d'y adhérer, remplissant les critères de sélection et puis ayant dans nos équipes des gens qui sont de plusieurs pays africains et vivant également ces discriminations. On a souhaité adhérer, donc je suis allée, on a fait partie des 10 premières entreprises qui ont adhéré à l'ESDP. Donc, on a reçu notre beau diplôme à Amsterdam. Donc, j'y étais là, j'ai représenté Icahn Service il y a 2 semaines. Et donc, comme l'expliquait Majid, il y a des entreprises de tout secteur d'activité. Donc, c'est ça qui fait la spécificité et l'originalité de l'ESDP, c'est que c'est pas uniquement que dans le nettoyage et voilà, et il y a des entrepreneurs qui sont dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, dans plein de secteurs différents. Et ce réseau permet européen, donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas uniquement que français, moi c'est ça qui fait la force, et que c'est international, on parle anglais et puis on s'entraide aussi entre nous. Et donc il y a des belles entreprises internationales qui ont adhéré, donc il y en a aujourd'hui 25 de mémoire. C'est ça. Et comme vous l'avez vu, il y a des beaux logos, il y a des grandes boîtes cotées dans le monde qui participaient. Et donc, voilà, ce réseau d'entraide, il est essentiel aujourd'hui pour pouvoir se développer et surtout pour des entrepreneurs qui sont issus de la diversité et de différents pays à travers le monde. Merci Voilà pour beaucoup, mon Mariana. témoignage. Justement, bah, ça me permet d'enchaîner sur les avantages du programme voilà, pour les entrepreneurs. Donc, les événements, il y a un événement principal, on se concentre là-dessus, c'est annuel, c'est une conférence, un salon, une foire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, où tous les acheteurs viennent et rencontrent les entrepreneurs. Il y a eu donc la première, c'était à Amsterdam au mois de septembre dernier. On était à peu près 400 participants, dont 150 représentants des multinationales. C'est les directeurs achats monde hein, qui viennent, grosso modo, pour rencontrer des entrepreneurs et on participe à des workshops, on a des ateliers, il y a du networking. Enfin bon, c'est vraiment assez unique. Comme l'a dit Mariana, c'est en anglais. C'est souvent le problème pour les entrepreneurs français de participer à des événements en anglais parce qu'ils s'auto-censurent. Au contraire, là, j'encourage tout le monde à venir parce qu'on trouvera toujours des moyens de traduire. Et puis et en plus, la France, ça reste. Et il y a des Ça, francophones, hein, il y a et, des Anglais qui parlent français aussi, il ne faut pas exact, croire, hein, dans l'autre sens exactement. aussi. Et puis c'est toujours très charmant d'avoir un accent français quand on participe à ce type d'événement. Et pour les entrepreneurs, il y a deux programmes de développement qu'on a développés spécifiques. Un programme d'accélération qui dure 4 mois. Grosso modo, c'est un programme qui vous permet d'être prêt à collaborer avec des grandes entreprises. Donc, c'est des acheteurs qui vont intervenir, qui vont vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Et puis ensuite, vous êtes prêt. C'est un programme gratuit, hein. Et l'Innovation Challenge, on a une Française qui a été finaliste l'année dernière. C'est un programme d'innovation dans tous les domaines. Alors, c'est dans la santé, dans la tech, etc. Et cette année, on fait un programme Innovation Challenge qui est ouvert à tous les entrepreneurs européens qui ne sont pas forcément dans l'innovation, mais qui proposent un service sympa, intéressant. Et donc, la dotation s'élève à 20 000 euros et puis il y a d'autres prix. Et donc, c'est la slide juste après, je crois. Voilà, si vous scannez le QR code, vous aurez accès à la page pour candidater. Je vous encourage à le faire parce il y a de la formation aussi à pitcher devant des acheteurs. Les entrepreneurs sont vachement accompagnés dans le cadre du challenge. Et donc, c'est un moyen, c'est assez impressionnant de pitcher devant une salle de 400 personnes et, en sachant qu'il y a le directeur achat de Google qui est présent et avec qui on va peut-être travailler. Voilà. Et la dernière slide, c'était les avantages pour les grandes entreprises. Bon, grosso modo, c'est de participer à l'événement. Ils sont très demandeurs, hein, les grandes entreprises sont très demandeurs de rencontrer les entrepreneurs et ils jouent le jeu, hein, ça échange des cartes de visite, c'est vraiment bien. Et puis pour les grandes entreprises, bah, c'est le renouvellement de la supply chain.
c'est l'accès à la base de données. C'est pas coercitif, on n'oblige pas les grandes entreprises à puiser, mais on leur donne cet outil-là. C'est un échange entre pairs. Les grandes entreprises, elles aiment bien aussi échanger sur les bonnes pratiques. Ben, qu'est-ce que fait Disney versus qu'est-ce que fait Google. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, ISDP est gouverné par les grandes entreprises. Donc le board des directeurs, c'est des grandes entreprises, ce qui est engageant pour elles. Donc elles ont intérêt à développer le chiffre d'affaires des entrepreneurs. Donc, et ma dernière slide, voilà. Donc, le site pour nous rejoindre, c'est isdp.org.eu, Join Us. Et vous avez la possibilité de Register Now, Get Certified. Donc, je vous encourage à cliquer sur Register Now. Ça vous permet de rentrer dans la base de données. La première, Et il faut préciser que c'est évidemment gratuit de rentrer dans la base de données, je crois, Magid, hein. cette base de données, elle est gratuite. Donc, pour se faire certifier, c'est payant parce que c'est un phénomène international. Mais on est en train de travailler sur le fait que ça devienne gratuit pour les entrepreneurs français, pour justement qu'on puisse embarquer un maximum d'entrepreneurs français. Pour le moment, il faut juste s'inscrire dans Join Us Register et c'est gratuit. Et ça vous permet d'avoir toutes les news et éventuellement même des appels d'offres, des besoins émis par des grandes entreprises. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a un peu dépassé, je suis désolé. Oh, c'est pas grave, j'avais prévenu sur le chat, on va quand même pouvoir prendre quelques questions-réponses et puis on clôturera à 13h15 si ça vous va. Et la prochaine conférence aura lieu, je crois, de mémoire, le 17-18 septembre à Londres. Ce sera un mélange de l'événement anglais et de l'événement européen. Donc, ce sera assez massif. On compte plusieurs centaines de participants à ce moment-là. Donc, voilà. Merci à tous. Merci Bon à lundi. tous. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci.